Radio en mai. Créer, c'est résister, c'est effectif, je veux dire. Le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'art. Cela, les gens, ils ne se tiendraient plus. Il n'y a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Il n'y a pas d'art de la mort, d'abord. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Et c'est la deuxième émission, Théâtre en mai, Radio en mai, voilà, c'est logique. On se déplace, on est sur place au Théâtre Mansart à l'issue de la représentation du spectacle Illusion, mais on va parler également du spectacle On ne fait pas de pacte avec les bêtes, avec nos invités Justine Bertillot et Moussi Espinosa, avant que la troupe d'Illusion nous rejoigne plutôt. Elle se change dans une petite quinzaine de minutes. C'est parti. Ça, c'est la musique qui est à la hauteur de l'esprit qui anime Justine Bertillot et Moussi Espinosa. C'est une musique dynamique qui correspond à votre dynamisme personnel, j'ai l'impression. Ben oui, peut-être. En tout cas, pour citer, c'est un DJ péruvien, un ami à moi aussi. C'est un ami à moi, Deltatron s'appelle. Et on a pris ce morceau parce que, on cherchait... pouvoir confronter un peu les temporalités, en tout cas, entre la modernité de la électrocumbia, en fait, que c'est la musique qui s'écoute en Amazonie, et qu'est-ce que nous on raconte aussi dans la pièce avec cette scène qui parle un peu de l'arrivée des colons, en tout cas. On ne fait pas de pacte avec les bêtes. On ne fait pas de pacte avec personne d'ailleurs dans cette pièce, globalement. Pas vraiment. Il y a plusieurs sortes de pactes dans la pièce, mais non, je crois qu'on ne fait pas vraiment de pacte. Le récit est désarticulé et rearticulé grâce à vos acrobaties. C'est un collage d'histoires vraies, d'histoires mythologiques, d'histoires réinventées par d'autres artistes. Et c'est un monde imaginaire dans lequel vous naviguez en changeant de costume, de style, d'époque, pour remettre au centre du monde, de la place de la nature et surtout de tous les délaissés, les plus pauvres, les abandonnés. C'est une fable de résistance, mais qui s'appuie aussi sur une longue histoire des résistances. Vous êtes parti de quels éléments ? Eh ben, il y a eu beaucoup de sources, de racines différentes dans ce spectacle. Mais en effet, c'est comme un grand poème surréaliste. En tout cas, il n'y a pas de linéarité dans le récit. Il y en a un pour nous, mais c'est pas un spectacle qui est didactique ou qui raconte une histoire de manière chronologique, réaliste, etc. On avait vraiment envie d'y mettre nos subjectivités aussi, nous, d'auteurs et puis d'humains aussi, qui sommes allés en Amazonie, avoir rencontré les gens, etc. C'est une terre qu'on affectionne particulièrement. Et voilà, on avait envie de faire un grand brassage, en fait, avec, en effet, surtout, les stigmates de la colonisation qui sont qu'on voit pas forcément avec les yeux concrètement, mais qui existent un peu partout. Et donc, on avait envie de brasser un peu cette vieille sale époque et puis l'époque aussi d'aujourd'hui, donc avec aussi des histoires qui sont contemporaines. Moi aussi parler de la musique. Et oui, nos subjectivités, il y a eu beaucoup de sensations qui sont imprimées dans nos corps, d'anecdotes comme ça qu'on a entendu, écouté Oui, un collage surréaliste, oui, avec des figures mythologiques en traversant le cinéma de Werner Herzog, que vous citez vous-même, grand utopiste en fait, avec artiste quasiment démoniaque. On l'écoute.
This church remains closed till this town has its opera house. I want the opera house. I want my opera house. I want the opera house. This church remains closed till this town has its opera house. I want my opera house. I want my opera house. I want my opera house. Vous resituez pour nous? Oui, voilà. Klaus Kinski, hein? Ouais, exactement. C'est le début du film de Fitzcarraldo. Il se trouve en haut de cette église et il annonce voilà, cette envie aussi qu'il a de créer cet opéra en Amazonie et lancer son rêve, quoi, en fait. Oui, sa folie autant que son rêve. Exactement. Il y a vraiment Kinski, ouais, moi j'ai eu une sorte de fascination avec cet acteur là, parce qu'il y a une folie qui est fictive, mais aussi une vraie folie chez l'acteur. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéressait aussi dans le cinéma de Herzog qui s'est tourné en Amazonie péruvienne, donc Aguirre, La colère de Dieu, le Fitzcarraldo. À Iquitos. Voilà, qui sont tournés à Iquitos, là où nous, on est allés aussi jouer des spectacles pour les communautés. C'est vraiment ce truc, cette folie mégalomaniaque, quoi. Et du coup, nous, on en fait un petit peu un symbole dans le spectacle. Voilà, c'est la figure du conquistador, mais il y a une vraie folie. Et nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était qu'il y avait une sorte de folie sans réponse, enfin un grand paradoxe, par exemple dans le Fitzcarraldo, son rêve c'est d'amener un opéra, il y a quelque chose c'est un esthète, donc il y a quelque chose de très beau, et en même temps il défonce la montagne, voilà, le film a été un désastre, avec les figurants, voilà, qui ont été maltraités, enfin, etc. Donc il y a quelque chose dans ce grand rêve qui est en même temps très beau, et en même temps qui est absolument dégueulasse. Donc nous, il y a ce grand paradoxe qui nous intéressait aussi. Oui, et ce totem que vous créez vous-même sur scène, avec votre art de l'acrobatie, en amenant progressivement un piédestal, donc des pieds, sculpture que vous créez à vue devant nous, machine à laver pour faire le tronc. Même machine à laver dangereuse qui se balance, on a l'impression d'une masse qui arrive vers nous, sur lequel se plombe encore un autre élément et sur lequel vous-même, Justine, vous montez, et avec ce texte qui fait référence à Werner Herzog. Il s'agit là aussi d'un totem, quoi, recréer son endroit de prière. Ouais, et c'est des éléments symboliques aussi. En fait, c'est un frigo, c'est pas une machine à laver, mais c'est un frigo, pardon. C'est un frigo, mais c'est carré, assez carré, oui, blanc. C'est exactement, mais c'est pour nous aussi, c'est le fait de ramener des éléments européens aussi. Et comment, en fait, au Pérou, par exemple, en Amazonie, avoir de la glace, c'est très cher avoir de la glace en vrai. Donc, avoir un frigo. On a appris pendant le Covid qu'en fait, il y a 30% de la population péruvienne qui ont un frigo chez eux. Donc, c'est des éléments en fait symboliques pour nous aussi qui racontent comment ces statues, qu'est-ce que ça représente en fait, cette conquête, quoi, en fait, voilà. Et du coup, nous, ces éléments, on les pose comme ça, avec la barque à la fin. Oui, la pirogue qui a l'air qui est symbole de la conquête aussi. Voilà. Et en même temps, on a un peu une image d'une croix aussi. Oui. Donc voilà, on joue beaucoup avec les symbolismes. Oui, c'est polysémique et très symbolique, mais des symboles qui ne sont pas forcément les nôtres. Qu'on ne connaît pas tous. Vous portez à un moment donné une sorte de casque en forme de dauphin rose. Et là encore, c'est une légende que vous pouvez peut-être nous expliquer. Oui, c'est ça. En fait, on joue beaucoup aussi avec la cosmologie amazonienne, en fait. Et c'est des histoires qui se racontent là-bas. Mais par exemple, l'histoire du dauphin rose, en fait, c'est un homme européen, en fait. Ce dauphin rose, il sort, il se transforme dans un homme européen et il te fait un enfant. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient cette histoire, mais dans toutes ces histoires, en fait, il y a un fond. Et j'y crois qu'en fait, c'est comme s'ils sont existés, en fait.
Et quand tu vas là-bas en Amazonie et eux, ils te racontent ces histoires, en fait, eux, il y a beaucoup qui ont vécu ça. C'est pas des histoires, quoi. Enfin, ça existe vraiment, les dauphins roses. Voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, après c'était un choix nous dans la construction du spectacle, je le disais, qui est non didactique, mais aussi ça a été un choix de jouer avec des éléments symboliques qui ne sont pas forcément compris ou connus en France par exemple, parce que c'est vraiment des symboles latino-américains. On joue beaucoup avec des figures, même avec les corps, avec la croix. Ici ça résonne pas du tout pareil quand on parle de religion. Le symbole de la croix, il est très fort là-bas et il fait résonner à plein d'endroits. Le symbole de la montagne aussi, donc, qui est notre élément scénographique. Là-bas, on appelle ça des apous. C'est vraiment des êtres sacrés, des êtres vivants. Des divinités. Des divinités, complètement. C'est ça, en fait. Il y a Chaki aussi, c'est l'esprit de la forêt, voilà. qui garde la forêt. Et est-ce que dans votre corporalité, les mouvements que vous utilisez, vous avez également fait référence à des danses qui existent, que vous avez vues? Est-ce que vous avez aussi prélevé des mouvements qui... Décortiquez-nous un petit peu les chorégraphies... ça commence par un long duo. Ouais, oui, mais par exemple, en tout cas, dans cette première chorégraphie, on utilise des masques. Oui. Et ces masques, en fait, ils viennent d'une danse péruvienne qui s'appelle la chonguinada, qui est une danse qui représente le colon. Il se moque un peu du colon, des danses de la valse. Et voilà, nous, on a pris ces masques déjà comme un élément. Comme un emprunt, déjà. Voilà. Un emprunt symbolique, puisqu'ils représentent pour eux les colons. Et c'est une danse de la chonguinada, c'est une danse de réappropriation. Donc, ils mettent ces masques de colons de colons. Et ensuite, voilà, il y a des danses. Mais en tout cas, chaque chorégraphie, c'est vrai, elle a un fond... Il y a une idée avant tout, la forme de la chorégraphie, le langage chorégraphique a été choisi en fonction de l'idée ou de ce qu'on voulait véhiculer. Donc cette première danse là avec ce bal des colons, on va dire, là on s'est inspiré pas mal de photos de représentations de pouvoir. Donc c'est beaucoup de posture, c'est un travail de gestuelle, de posture, oui, de domination, avec un relais de domination, position un peu érotique aussi, de sexualisation, puisqu'il y avait quelque chose aussi chez les corps colonisés de être les colons les mettaient en jeu dans des jeux aussi sexuels. Ouais, ça y est. Un hélicoptère jaune traverse l'espace au-dessus du théâtre Mansart. Il passe lentement, on espère que c'est rien de grave. Hein? C'est là, il arrive tout de suite. Ouais. Voilà, ils arrivent. On l'a invité pour ces soirs. Et ensuite, il y a d'autres danses. Par exemple, nous, on appelle ça la danse des machines. Mais hier, il y a un monsieur qui m'a dit j'ai adoré la danse de la mine. J'ai trouvé ça... super, parce que oui, ça peut être la danse de la mine aussi, mais il y a ces corps mécanisés qui reproduisent de manière technique et synchronisée, comme le rouage d'une machine. Ouais, là on a travaillé vraiment sur comment fonctionne une machine et du coup comment à deux corps on peut faire machine, quoi. Les articulations et embrayer ensemble. Exactement. Ça déshumanise aussi l'être humain, le fait de danser comme ça et de bouger de manière... machinale. Oui, parce qu'après il y avait quelque chose aussi qui nous intéressait aussi dans cette danse, mais c'est que aussi les personnes qui exploitent aussi par exemple dans la mine, etc. C'est les habitants qui habitent là aussi, donc il y a quelque chose qui par rapport au pacte, c'est plus des êtres humains. Mais du coup c'était cette idée, il y avait cette phrase de Kopenawa, la route a déchiré la forêt, etc. Par exemple, cette chorégraphie elle est venue de ça. Et puis après il y a d'autres chorégraphies avec des corps plus animaux où là aussi on a travaillé avec des souvenirs aussi de cérémonies qu'on a pu faire en Amazonie où le corps se métamorphose vraiment, quoi. Donc on essaie de convoquer un peu ces souvenirs là. Oui, on vous voit danser Mozi de manière proche du sol, centre de gravité au plus bas, et tenter d'être un homme entre homme et animal. Animal, ouais, un peu. Nous. Alors que vous êtes fil de ferriste de formation. Je suis fil de ferriste de formation. Ça fait longtemps. Donc c'est quand même un peu l'inverse. Ouais.
Bon, après, j'étais fil des ferristes à l'école, donc j'ai jamais vraiment travaillé comme fil des ferristes. Pourquoi vous, non Ça a été un choix de plutôt être dans le sol. Je me sentais plus libre et le fil, je pense, je l'ai beaucoup travaillé. C'était aussi une manière de me concentrer et de méditer pour moi. Ah oui. Et ça me Vous avez le temps de méditer quand vous êtes sur un fil. Maintenant, je continue à méditer, mais les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Et vous étiez à quelle hauteur? 2 mètres, mais bon, je faisais plutôt d'acrobatie, je faisais des saltos, des choses comme ça sur le fil, quoi. Oui, juste simplement, quoi, comme ça. Voilà. et vous aviez un agrès de prédilection, parce qu'avoir votre spectacle, c'est difficile. On voit que vous êtes d'excellents acrobates, mais c'est difficile de voir dans la diversité que vous proposez ce que vous avez appris initialement à l'école de cirque que vous avez fait tous les deux. Oui, on a un rapport au cirque aujourd'hui qui est différent, qui a changé. Le spectacle est très transdisciplinaire. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de textes aussi, etc. Vous parlez, on parle. Après, nous, le cirque, pour nous, il est à différents endroits. Mais par exemple, la manière dont le spectacle a été créé, c'est vraiment je pense, un spectacle d'auteur circassien, puisque toutes les transpositions qu'on fait ou les idées qu'on a envie de véhiculer, etc. Vous parliez de, par exemple, la statue qui se monte en live, mais ça, c'est des choses de plateau très, très circassiennes, finalement, et tout ce qu'on a envie de dire, on essaie aussi de le mettre dans les corps et avec une inventivité de plateau, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça on voulait pas... Tout de suite, on a su qu'on voulait pas faire par rapport au sujet, un théâtre documentaire, etc. Mais l'enjeu pour nous, c'était d'inventer au plateau. Oui. Et Justine, alors. Et donc moi, j'étais voltigeuse en portée acrobatique. D'accord. Voilà. Et pareil, c'est vrai qu'au bout de certaines années d'être, en plus moi j'étais comme la balle de jonglage du jongleur, donc voilà, j'avais vraiment envie de retrouver ça veut dire quoi, ça, le sol. Basta d'être une balle, quoi. D'être en l'air aussi, quoi. Oui, j'ai fait 2 aériens qui tombaient sur oui, c'est ça. sol. Non, mais j'ai fait un premier spectacle Nous où j'avais poussé la recherche au maximum, où j'avais vraiment un corps marionnettique qui se laissait totalement malmener. Et voilà, en arrivant à cet extrême, ça fait du bien de retrouver son autonomie. Ayahuasca, mamacune, brilla, brilla, medicina, huesoname, nariri. Chacunita, sonaname, brilla, brilla, medicina, huesoname, nariri. C'est donc sur la musique de On ne fait pas de pacte avec les bêtes qu'on accueille le metteur en scène. Allez, le metteur en scène, donc Galin Stoev, qui vient de nous présenter le spectacle Illusion au théâtre Mansart, une farce plutôt macabre. Oui. Mais très drôle. Oui, farce. Ouais. En même temps poignante. Oui, sur l'amour en plus. Sur l'amour, c'est vite dit. Oui, comment dire, c'est ça ce qu'on annonce au début. Après, c'est comme ça se modifie et ça devient une autre chose. Mais voilà, on essaie de parler de mais l'auteur semble avoir une idée assez précise de l'amour. Ivan Viripiaf, que vous connaissez. Oui, c'est un ami à moi depuis une vingtaine d'années maintenant. Ce qu'on dit pas au début du spectacle, en fait, il commence avec un petit extrait de l'illusion comique de Corneille, où il explique, c'est le magicien dans l'acte 1 qui explique, vous allez voir votre fils que vous recherchez depuis très longtemps et toutes ces aventures, mais sachez que c'est pas des vrais gens, c'est des spectres. Mais ils sont pareils des corps vivants et animés, voilà. Et ça, c'est en alexandrin. On a fait un petit essai pendant les répètes, puis on l'a sucré. Pourquoi on sucre les alexandrins? Ça éloignait trop. La manière dont ils parlent après et ce qui se passe après, en fait, ne laissait pas trop d'espace pour l'alexandrin. Ouais. Et puis, je pense que ce texte, il existe première page, un peu comme
voilà, il n'était pas censé d'être joué, mais je pense que c'était un texte qui nous donnait une clé. D'accord. On voit une succession d'histoires qui vont se raconter, qu'on croit vraies, puis ensuite, il faut suivre. Hein, c'est un spectacle, il faut être relativement attentif, hein, attentionné, parce qu'on nous raconte une histoire, après on nous dit que c'était une blague, donc c'est une histoire fausse. On a des prénoms, il y a beaucoup de couples, enfin, il y a deux couples qui se croisent. Ouais. Des histoires réelles, fausses, croisées, ponctuées, bon, avec comment dire, des commentaires qui... La voix est portée par l'ensemble des comédiens. Ils sont 7 jeunes comédiens merveilleux au plateau. Ils jouent les hommes, les femmes, le caillou même. C'est-à-dire qu'ils interprètent à peu près tous les éléments de décor possibles. C'est d'ailleurs le plus dur, le caillou. Ah, le caillou. Et vous êtes... Thomas Ribière. Thomas Ribière, mais vous n'êtes pas le caillou, vous. Je ne suis pas le caillou. Dans Où est la le caillou? pièce, voilà. Il est là-bas, le caillou. Bye. Oui, il est là. Voilà, pas si facile que ça, évidemment. Le décor est assez minimaliste. Il n'y a pas de décor. Un peu Non, il y a des projets, mais ils sont sur des stands comme ça. L'idée, c'était de créer une forme qui est autonome, même techniquement parlant. Alors, en fait, à vrai dire, on n'avait pas d'argent. Ah, bah voilà, Alors, parlons des choses sérieuses. On a supprimé le décor. On n'avait pas d'argent pour des comédiens qui ont l'âge des personnages, alors on a pris des jeunes parce qu'ils coûtent moins cher. Et puis l'âge des personnages, c'est quand même 85 ans. Ouais, voilà, ça c'est les personnages. Il y a beaucoup de comédiens de 85 ans sur les plateaux. C'est quand même assez difficile. Il y a plus de jeunes comédiens. Non, je pense qu'on les a interdits. Ils sont interdits maintenant. Avec tout ce qui se passe, voilà, économiquement parlant, on supprime, on interdit, on coupe le budget, voilà. C'est un mouvement comme ça. Et nous, qui prétendons faire de théâtre avec deux ficelles et un grand rien, voilà, on a décidé de faire ce texte qui est écrit pour 4 interprètes, 2 hommes et 2 femmes, qui racontent ces 2 couples mariés à la fin de leur vie. Et le spectacle, c'est une succession, en fait, une continuité des moments, on peut dire clés, et en même temps non, parce que dans ces moments, il n'y a rien qui se passe. En fait, c'est des moments assez insignifiants de leur quotidien, sentimental, si on peut dire. Et en fait, ces jeunes comédiens vont raconter ce que ces couples se souviennent à la fin de leur vie. Et là, il y a 2 mouvements contradictoires. C'est des jeunes qui racontent quelque chose que les vieux se souviennent, mais en fait, les jeunes, ils n'ont pas encore vécu tout ça. Et alors, quelque part, ils projettent peut-être des moments ou des petites perles comme ça, sentimentales, qu'ils vont peut-être rencontrer sur leur chemin dans l'avenir. Ça, c'est l'histoire que le metteur en scène se raconte. Non, en fait, c'est écrit comme ça. Je pense que c'est écrit pour 4 jeunes interprètes. Nous, on avait un groupe de 7 et je me suis dit, je vais le faire avec 7. Et là, on s'est lancé, explorer aussi voilà, quelque chose de l'ordre de chorale, parfois. Oui, c'est très choral, en effet, oui. Ouais, avec des répercussions, il parle, un texte est partagé par plusieurs. Thomas, présentez-nous vos compagnons. Vous êtes un petit groupe uni par une école. Alors, c'est pas vraiment une école, mais donc il y a 2 ans, on est entré... Et on rigole. Et on rigole parce dans que le public. souvent, on nous l'a dit, c'est pour ça. Et en fait, on est rentré dans un dispositif qui s'appelle l'Atelier Cité à Toulouse et qui est en lien du coup avec le CDN de Toulouse. Et on a passé des auditions pour rentrer dans ce dispositif-là. On a fait 15 mois à Toulouse. On a participé à la vie du théâtre. On a fait aussi une création. Et en sortant du contrat, parce que c'était un contrat, Galine nous a proposé de faire cette pièce Illusion. À l'issue aussi d'un atelier qu'on avait fait avec lui où on l'avait rencontré. Donc voilà, je présente du coup... Moi c'est Élise Fria, voilà, du coup je fais partie aussi de la troupe. Et, oui, vous jouez le kangourou dans la pièce. Exactement. Qu'on vient de voir. Je suis contente que vous l'ayez retenu. Oui, vous enlevez aussi très bien les ceintures. Merci. Ah, oui. Merci. Voilà, quelqu'un qui est sensible aux détails. Ah oui, non, mais ça, le kangourou, il faut dire, vous utilisez un peu le comique de répétition.
Oui. Mais les ceintures, c'est particulièrement issu. L'énergie avec laquelle jeune comédienne enlève la ceinture du pantalon, on sent qu'il y a du sous-texte. Ça, c'est la magie du théâtre. Un mouvement peut vous faire voir autre chose. Tout à fait. Déjà, toute la pièce, en fait, on raconte une histoire, mais on découvre constamment qu'il y a une histoire derrière qui annule l'histoire précédente, etc., etc. Et en fait, c'est créé par des surprises comme ça. C'est un humour assez cynique, hein, je trouve. C'est un humour farceur. La bonne personne s'avère être un fiefé. Oui. Non, l'auteur, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas, voilà. Non. Il n'a pas l'humanité en haute estime. Hein. D'ailleurs, j'ai réfléchissais en regardant la pièce, si on ne pouvait pas, peut-être on entendra un extrait, je ne sais pas s'il le démontrera, mais s'il y avait un double sens politique, sachant que l'auteur est né en Sibérie, qui n'est peut-être pas la région la plus douce au monde. Non. S'il y avait quelque chose à percevoir, vous qui connaissez bien l'auteur, peut-être. S'il n'avait pas commencé le théâtre, il aurait été déjà enfermé en prison. Il était très jeune, il était à Irkoutsk, c'est une ville en Sibérie, où qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Pour survivre, tu dois faire partie d'une bande, d'un gang qui se bat contre un autre comme ça. Et il a commencé à écrire au début parce qu'ils ont décidé de faire du théâtre avec des amis. Et il y a la ville qui lui a fait un peu une demande. Comme il y a un grand problème de drogue là-bas aussi, on lui a dit tu écris quelque chose sur cette problématique pour sensibiliser les gens. Il a écrit un texte magnifique qui s'appelle Les rêves. Et c'est ce premier texte que moi j'ai découvert en 2002 et j'ai fait ma toute première création sur un texte de Veripaev. Ivan Veripaev. Ivan Veripaev. Et puis ils ont sorti le spectacle et la ville a dit mais qu'est-ce que c'est ce spectacle? C'était un spectacle contemporain. Voilà. Tout le monde était scandalisé. Alors il s'est fait virer de la ville carrément. Et il a déménagé à Moscou et là, il a créé Oxygène, son texte un peu phare, qui a dans un sous-sol, dans un théâtre demi-illégal, je dirais. Et c'est devenu un tel succès que même les nouveaux riches russes venaient avec des limousines, avec des bagnoles de ouf, et ils descendaient en sous-sol pour voir ce spectacle. Ouais. Et puis maintenant, il est parmi les 5 les plus joués en Europe. Je parle des écrivains de théâtre vivants aujourd'hui. Voilà. Et c'est un texte qui est écrit il y a 10 ans. En fait, c'est pas un nouveau texte. Celui qu'on a vu ce soir, Illusion. Ouais, Illusion, ouais. Donc je vous propose peut-être d'avoir un petit extrait. Qui c'est qui... Alors, vous vous présentez d'abord et puis vous nous dites peut-être un petit peu sur ce que vous allez nous dire. C'est un extrait du spectacle Illusion. C'était très difficile de trouver un extrait. Oui, merci de le faire d'ailleurs pour la radio en exclusivité, Radio en mai. Voilà. Peut-être si vous venez plutôt de ce côté-là, parce que d'abord le public verra vos visages. Exactement, peut-être que je me présente. Oui, s'il te plaît. Je m'appelle Alice Jalot et je fais également partie de la troupe. Ancienne troupe de l'Atelier Cité, parce que ça y est, on n'y est plus maintenant, mais je continue à travailler avec mes collègues et Galine. Voilà, on va vous lire cet extrait avec Thomas. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Denis et de Margaret. Denis et Margaret ont fait connaissance 1 an avant que Denis ne rencontre Sandra, parce que Margaret est devenue la femme d'Albert, le meilleur ami de Denis. Oui. Et quand Denis et Margaret ont fait connaissance, des relations amicales très étroites se sont aussitôt établies entre eux. Albert fut frappé par la rapidité avec laquelle sa femme s'est rapprochée de son ami. Ils étaient vraiment devenus de vrais copains. 1 an plus tard, Denis a fait la connaissance de Sandra. Et il a apporté à Margaret une photographie de Sandra et lui a demandé comment elle trouvait sa nouvelle petite amie. Ce à quoi Margaret a répondu qu'elle aimait beaucoup cette petite amie et que Denis avait bon goût. Oui. Et plus tard, quand Denis a décidé de proposer à Sandra de l'épouser, il est de nouveau venu chez Margaret et lui a demandé ce qu'elle pensait du fait que lui, Denis, épouse Sandra. Et Margaret a répondu que c'était une très bonne idée, qu'elle félicitait Denis et qu'elle leur souhaitait beaucoup de bonheur à lui et à sa promise. Denis et Margaret étaient vraiment de vrais amis. Oui.
Et Albert était très étonné de cette amitié entre sa femme et Denis. Parfois, je n'arrive pas à comprendre, Denis, disait Albert. Avec qui tu es le plus ami? Avec moi ou avec Margaret? Tu es jaloux? Demandait Denis. Très. Je vais être ton seul ami dans la vie, blaguait Albert. Excuse-moi, mais j'ai aussi Sandra, ce qui fait que vous êtes au moins 3. Blaguait Denis. Un jour, quand Denis et Margaret avaient déjà chacun 40 ans. 40 ans, oui, ils étaient assis sur la terrasse de Denis et Sandra. Ils étaient en tête-à-tête. Enfin, Sandra et Albert étaient quelque part dans le jardin. Denis et Margaret étaient assis à table, face à face. Et Denis agitait son pied sous la table. Et soudain, contre toute attente, son pied a effleuré le pied de Margaret. Et alors, contre toute attente, Margaret a demandé « Dis Denis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on pourrait coucher ensemble, toi et moi ?» Bien, je vais demander autrement. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on pourrait devenir amants, toi et moi? Seulement, je t'en prie, réponds-moi sérieusement parce que je blague pas. Denis a regardé Margaret très très bizarrement. Oui, très très bizarrement, oui. Ensuite, il a mis sa main sur la sienne et il a dit « Non, Margaret, nous ne pouvons pas être amants parce que j'aime beaucoup ma femme et j'apprécie l'amitié de ton mari. » Eh ben, bravo, merci beaucoup. Élise, Fria et Thomas, Ribert. Ribière. Voilà, alors moi, c'est Alice Jalot et Élise reprend la... Ah oui, d'accord. Non, pas de problème. J'ai noté des noms qui ne sont pas les vôtres. Oui, non. Mais finalement, c'est assez cohérent avec l'histoire, avec tous ces personnages. Mais c'est quand même bien de rendre honneur à votre travail. Et revenez près de moi, parce que sinon, d'abord, comme ça, je pourrais me racheter. Non, bien sûr. Alors, donc, vous n'êtes plus comédienne apprentie. Alors, c'est-à-dire que ça y est, maintenant. Jamais été comédien apprenti. Non, vous êtes donc une professionnelle confirmée. Oui. Voilà. Oui, exactement. Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui, comme exactement. Monde non, en fait, ce qui est pour répondre à votre question, c'est que on a tous fait des écoles avant d'intégrer l'atelier Cité et on était tous déjà professionnels. En tout cas, on avait déjà démarré notre carrière professionnelle avant d'intégrer l'atelier Cité. Et comme le disait Thomas, c'est un dispositif d'insertion professionnelle. Parce que... C'est un truc très français, mais qui fait genre le pont entre l'école et la vie professionnelle. Et quand tu sors de l'école, très vite, tu te rends compte que c'est, surtout en France, c'est une question de réseau. Et tu galères pendant 1, 2, 3 ans dans la jungle. Et là, nous, comme CDN, on a aussi ce rôle de transmettre et de faire le passage. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Moi en arrivant à Toulouse, j'ai découvert... Puisque vous dirigez le CDN. Oui, je suis en plus le directeur. Théâtre de la Cité. Ouais. Et là, on a vraiment décidé de développer ce dispositif parce que je pense qu'on doit ça à l'émergence. Et il y a des pépites comme ça qui peuvent se perdre s'ils n'arrivent pas à trouver la bonne fréquence. Oui, il faut jouer, c'est un métier, si tu joues pas... Exactement, il faut jouer et aussi... Surtout au début. Il faut faire un effort. Aujourd'hui, souvent, les jeunes, comme ils n'arrivent pas à percer pour travailler, par exemple, avec un metteur en scène, une metteuse en scène confirmée, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des collectifs et ils restent entre eux. Ce qui est très bien et positif, sauf que s'ils restent seulement entre eux, en 2 ans, ça s'épuise. Et c'est très difficile aussi de voir des spectacles où des différentes tranches de génération peuvent s'entremêler et créer quelque chose. Parce que c'est aussi une question de transmission. Voilà, c'est en 2 mots l'atelier Cité, en tout cas le pathos qui nous anime pour. Oui, non, c'est très bien, de nous expliquer le fonctionnement. Donc il y a la création d'une pièce qui a eu lieu cette année, et ça c'est la dernière. Oui, ils ont fait plein de rencontres avec des créateurs qui sont programmés dans la saison. Ils font des stages, ils font des petits projets à eux aussi parfois. C'est assez libre, mais en même temps ils sont assez pris presque tout le temps. Oui, et c'est aussi un dispositif qui est développé ici à Dijon. Je vois que dans le public, il y a une dame qui souhaite parler. Alors, rapprochez-vous. Je vais vous demander de vous rapprocher. Oui, voilà.
Qu'est-ce que vous avez une question à poser? Oui, j'ai une question à poser aux comédiens. Si vous pouvez vous présenter, ce serait même parfait. Je m'appelle Giovanna Soar, je viens du Brésil. J'ai une carrière de comédienne comme vous, mais je passe à une autre chose maintenant. Je suis programmatrice. Voilà, bref. C'est bien, vous prendrez ces coordonnées parce oui, que voilà. c'est toujours intéressant. Évidemment, oui. Profitons des rencontres de festival. Hein. On est ici, là, On est tous là en pour ça, insertion. oui. Ouais. Et bon, j'avoue que je connais très bien l'œuvre de Vyripaev et je connaissais le texte. Donc ça m'a beaucoup plu, la mise en scène. Et je voudrais savoir de vous. Bon, là, vous dites vous êtes déjà pro, mais je vois beaucoup de théâtre, évidemment. Et je vois pas beaucoup des expériences comme ça où les comédiens sont très attachés à leur corps aussi qu'à la parole en France. Et je trouvais ça, pour moi, c'est génial. Bon, je viens un peu de cette forme de tradition de comédien qu'on joue beaucoup avec le corps en Amérique latine. Et je trouvais ça trop bien. Et je voudrais savoir si vous vous rendez compte de ce cadeau que Galing vous fait. Attention, maintenant, est-ce que vous vous rendez bien compte? Oui. Voilà. D'abord, on de vous vous a mal montrer. présenté. Maintenant, on vous demande de remercier. m'éloigner si vous voulez. Non, restez. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce cadeau? De ce cadeau comme comédien sur scène, qu'on peut voir les qualités de chacun de vous très bien et que à partir de là, je pense que vous allez avoir vraiment une vraie carrière et je vous souhaite tous. Parce que vraiment là, vous êtes bien exploités, je veux dire. Voilà. Ah, les mots, attention. Hein. Est-ce que vous avez été bien dirigé? Facile de répondre à cette question. Bien sûr, oui, bien sûr qu'on a. Alors été pour bien vous, dirigés. qu'est-ce que vous appréciez dans le travail d'un metteur en scène? Qu'est-ce que ça apporte finalement? Parce que dans les collectifs, la question du metteur en scène, elle est un peu exclue. Elle est mise de côté précisément parce qu'on ne voit pas l'autorité d'un sachant vers une troupe de faisans. Les choses. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Galine, tu me dis, hein, Thomas, si je dis pas n'importe quoi. Parce que je dois valider, en fait. Mais en tout cas, il est à côté de moi parce qu'on a un petit Larsen de... pardon. Voilà. Donc, si vous parlez là, c'est bien. Non, mais en fait, il a vraiment fait en sorte de nous donner les clés du texte et de la langue de Vyripaev, qu'il connaît super bien, du coup. Et du coup, il s'est beaucoup attardé, lui, à ça dans la transmission avec nous, de comment avoir les clés, l'énergie pour porter ce texte. Et ensuite, on était quand même assez libre une fois qu'on avait compris ces clés-là, je dirais. Et quelles sont-elles, ces clés? Il y a une question de rythme, on sent. Hein. Il y a une métrique propre. On ne peut pas dire toute la recette, pas tout dire. Mais en tout cas, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose avec le rythme. Il y a quelque chose aussi avec l'expérience en direct. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est d'ailleurs assez perturbant parfois de commencer une scène sans savoir vraiment où est-ce qu'elle va finir. Et dans ce spectacle-là, c'est particulièrement le cas. Donc du coup, il y a quelque chose de très, parfois, qui fait peur, où on se dit, mais oulala, où est-ce que je vais? Et en même temps, c'est exactement ce que fait le texte et ce que procure le texte, je pense, aux spectateurs. Est-ce que nous, on doit faire? On doit juste suivre... je disais souvent ça et je faisais peut-être chier mes camarades, mais quand une porte s'ouvre, il faut juste la prendre et puis on verra où est-ce qu'elle nous mène et on verra quand est-ce qu'on trouvera une autre porte qui nous amènera encore une fois quelque part d'autre. Puis après, ensuite... Puis le fait de jouer chorale, c'est compliqué parce qu'il y a un bout de phrase par l'un, un bout de phrase de l'autre. Donc là, il faut être dans la même partition. Hein. Il faut être bien accordé. C'est une particularité en plus. Ça, c'est un secret... Polichinelle. C'est un secret, mais sans être un secret, parce qu'on aime bien le dire. En réalité, c'est par exemple tout le début de la pièce est très très choral, hein, parce qu'on se partage à 7 un gros pavé de texte et on a tous appris le texte. Et en fait, de soir en soir, on ne dit pas les mêmes phrases au même moment. Donc voilà, il n'y a pas de distribution du texte. Il n'y a pas de partition. En réalité. Ouais. Pas de distribution. Il n'y a pas de distribution. C'est comme un grand groupe de musique. Voilà. Mais donc c'est un gros travail d'écoute et ça,
on y arrive, on y prend du plaisir et on peut aller loin en fait dans ce dispositif-là parce que justement on est des comédiens et des comédiennes qui travaillent ensemble depuis 2 ans et on se connaît très bien. Et donc, ce qui fait qu'on a appris à s'écouter, à travailler ensemble, à rebondir en fait sur ce que fait les uns et les autres. Et Galine nous a donné cette possibilité-là en fait sur cette création d'aller explorer ça. Et c'est trop bien de démarrer la pièce comme ça justement. Alors, on démarre pas en chorale parce que c'est un autre acteur, c'est Mathieu Fernandez qui prend en charge quand même. Oui, mais ça arrive vite, mais c'est un petit peu comme la scène, métaphore peut-être de votre travail, cette scène où vous tournez autour d'un personnage et où les 3 comédiens se font la passe avec le ballon. Oui, vous voyez. Oui, je vois. C'est dans le spectacle que vous venez de faire. Oui, non, mais il faut que je remette les trucs. Mais... En effet, oui. Précision du metteur en scène sur le travail effectué. Une petite précision. En fait, il y a des scènes comme ça où tout le monde connaît le texte, mais comme il n'y a pas de répartition, ils sont obligés d'être présents et d'être à l'écoute, ce qui change la dot complètement pour eux déjà. Et énergétiquement, ça monte. Mais quand j'ai parlé, et ça j'ai raconté, je pense déjà, pendant les répètes, Viripaev m'appelle et on se parle, et tous les deux on est en déprime bien évidemment, et rien ne va, etc. etc. Il dit, mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, je répète l'illusion. Illusion. Et il m'a dit, ah bon? Pourquoi? Et moi j'ai dit, mais comment ça, pourquoi? Et je me suis souvenu que pendant le Covid, on se parlait beaucoup et il m'a dit, tu sais, je pense que toutes mes pièces avant le Covid, on peut les jeter maintenant. Et moi je dis, mais pourquoi? Il a dit, parce que c'est très difficile aujourd'hui d'écrire ou de faire quelque chose sans prendre en compte tout ce qu'on a vécu collectivement avec le Covid, maintenant avec une guerre, une deuxième guerre, et voilà, et tous ces horreurs qui s'accumulent. Et après, il a dit, et comme c'est une pièce qui a été écrite il y a 10 ans, il la considère comme quelque chose qu'on peut jeter. Et après une brève réflexion, il m'a dit, quand même, peut-être il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte, c'est pour les jeunes interprètes d'entretenir ou de développer le rapport avec la salle. Et pendant les répètes, moi j'étais conscient dès le début que pour les comédiens, c'est très difficile parce qu'ils jouent un spectacle qui est complètement frontal et qui se construit sur la manipulation, si on peut dire, qu'ils vont effectuer sur ceux qui écoutent et guider leur écoute. Et en fait, c'est de la force quelque part parce que tu as une sorte de super power, tu es sur scène, tout le monde te regarde, les gens te donnent 1h30 de leur vie, ce qui n'est pas rien. Et si on compte combien de spectateurs dans la salle, c'est des horaires longs. Et tu as envie de dire aux comédiens, mais c'est important, qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps que les gens vous accordent librement? Et c'est quoi la qualité d'écoute, de compréhension, d'expérience que vous pouvez leur proposer? Et je pense 5 jours avant la première, ils ont effectué un saut quantique. Ils ont pigé un truc, mais je pense que ça arrive aussi parce qu'on accumule les expériences et au bout d'un moment, il y a un déclic qui se fait dans le corps. Et je pense que c'est pas toujours simple ou facile ou même nécessaire d'expliquer comment ça marche. Mais il y a quelque chose de l'ordre alchimique presque. Et en même temps, il y a un sens de l'humour chez Ivan qui est mordant, qui est parfois sarcastique, limite cynique parfois. Mais comme c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, ça passe. Et quand les gens sortent du spectacle, ils sont plutôt heureux. Pas parce qu'il y a ce Abba à la fin, mais parce qu'ils ont vécu. Du groupe Abba, oui. Ouais, mais parce qu'ils ont traversé quelque chose. Et en plus, moi, j'étais vraiment scotché de découvrir la première fois qu'on a commencé à jouer devant des gens vivants, parce que pour les comédiens, c'était quand même pas évident de jouer devant une salle vide et juste moi au milieu qui fait la tête la plupart du temps, alors que leur partenaire principal, c'est le public, c'est les gens en face. Et c'est là où se passe le ping-pong. Et c'est pour ça qu'on entend bonjour au début et au revoir
à la fin, ou c'est dans le texte ou vous l'avez ajouté? Non, c'est dans le texte. Tout est dans le texte. On n'a rien enlevé, on n'a rien rajouté, je pense. Ouais. Moi, je suis très old school. Oui, vous respectez le texte. Oui, plutôt. C'est comme ça que je me présente. Après, je fais ce que je veux. Mais voilà, officiellement, oui. Tous les mots qu'on entend sont de l'auteur de la pièce. Ouais. Des projets, jeunes comédiens, l'année prochaine? Moi, l'année prochaine, on joue un mois à La Tempête avec Thomas et les autres. Donc près de Paris, à Vincennes. Exactement. Théâtre de La Tempête. Ouais, on joue Même si le monde meurt. C'est un texte de Laurent Godet, mis en scène par Laetitia Guédon. Et donc voilà, on l'a déjà joué quelques fois à Toulouse, à Créteil. Et donc là, on aura une belle série à La Tempête. On n'a qu'à vous souhaiter une très 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 belle carrière. Est-ce qu'on pourra avoir Illusion ailleurs qu'à Dijon? Vous tournez? Pas vraiment. Il y a un festival à Figeac où on va jouer cet été. Mais comme le projet s'est fait un peu avec les données et un cadre qui nous a été imposé, ça veut dire que on a cette jeune troupe qui vient de terminer, mais on a traversé quand même une expérience avec eux pendant un long stage que moi j'ai fait avec eux, justement sur ce texte. Et après, on s'est dit, comme c'est une structure d'insertion professionnelle, voilà l'occasion de continuer de travailler avec cette troupe et d'essayer de pousser les choses un peu plus loin. On va reprendre le spectacle l'année prochaine à Toulouse, encore une fois, et on espère pouvoir avoir des programmateurs qui peuvent se dire ils sont jeunes, il n'y a pas de décor, ça coûte pas très cher, c'est sympa. C'est les conditions indispensables pour tourner un spectacle maintenant, parce que on évoquait rigole, les conditions financières hier avec la directrice du festival, Maëlle Poésie. Elle dit l'année prochaine dans le festival, il y aura 2 spectacles en moins. C'est une réalité que vous partagez. C'est parfois c'est pas évident et c'est pas facile, mais surtout je pense que c'est même plus une question d'argent, c'est une question de politique culturelle qui doit être redéfinie quelque part, et les collectivités doivent prendre leur responsabilité ou se désengager, mais le faire, assumer ça. Et à partir de cette réalité, nous on fait toujours ce qu'on fait, peu importe si on a de l'argent ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper de l'argent, mais c'est, comment dire, il y a quelque chose de beaucoup plus important qu'il faut essayer de préserver, et il faut parler de ça, et les lieux, les endroits où on peut vraiment parler de ça se rétrécissent de plus en plus. Voilà, c'est ça ce qui me fait peur à moi, mais on continue, on ne quitte pas le navire, et on essaie de faire notre mieux, parce que quand il y a des soirées comme ça, et quand tu vois le public après, tu te dis mais c'est ça le sens de tout ce qu'on fait, même si c'est complètement éphémère, même si ça va pas sauver le monde, mais peut-être ça pourrait sauver une âme dans la salle, et ça c'est déjà un pas énorme. Merci beaucoup Galine Stoev, tous les comédiens, Illusion, et le public toujours présent à l'écoute de Radio en Mai. 3e épisode, tout simplement demain. Radio en mai, la radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.